Bienvenue sur le Big Podcast, qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Des agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leurs retours d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Birnbaum de BigCommerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Big Podcast qui est aujourd'hui consacré aux enjeux de l'e-commerce en matière de données et plus particulièrement de la mise en place d'une stratégie First Party Data en partant de rien. C'est un sujet qui est particulièrement brûlant avec la mort annoncée des cookies tiers d'ici 2024 et dans un contexte où tous les gouvernements renforcent les lois de protection de la vie privée, où il y a une préoccupation qui est de plus en plus importante des publics sur le sujet des données personnelles et de leur protection. Et on a une évolution technologique qui suit ces tendances-là, avec des solutions technologiques, des browsers ou autres, qui vont jusqu'à limiter ou supprimer l'utilisation des cookies tiers en attendant leur disparition prochaine. C'est un sujet qui est particulièrement important pour les marchands qu'on accompagne à nos différents niveaux, puisque au final cette façon dont le sujet qu'on va aborder, la façon qu'on aura donc d'aller collecter et d'utiliser cette first party data va être particulièrement cruciale pour eux. Et je pense notamment à la façon qu'ils vont avoir d'exploiter cette first party data pour la mettre au service de leur croissance, de la croissance de leur e-commerce, et notamment, et on pourra en discuter du coup plus en détail, en matière d'amélioration et de personnalisation de l'expérience qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Je pense par exemple en fonction des intérêts ou des comportements d'achat. On peut parler également de la segmentation des audiences, que ce soit en matière de localisation, de sexe, d'âge. On a aussi tout ce qui a trait à l'amélioration de l'engagement des clients et leur fidélisation. On va chercher donc à comprendre les interactions qu'ont les clients avec les différentes marques, à réduire les frictions qu'on a dans leur parcours. Et enfin, le sujet de la mesure de la performance des campagnes, qui va être particulièrement important également. Donc pour discuter de tous ces sujets en détail et d'autres encore, on reçoit aujourd'hui donc Adi Farah, qui est ingénieur avant-vente chez BigCommerce, Louis Maubru, qui est Channel Partner Manager chez Bloomreach, et Philippe Toulmont, qui est VP CRM chez Jellyfish. Je vous propose de vous présenter en quelques mots avant qu'on plonge pleinement dans notre sujet du jour. Tu veux commencer, Philippe ? Très bien. Donc, Philippe Toulmont, effectivement, je suis VP CRM chez Jellyfish, en charge essentiellement des sujets autour des CDP. Alors, Jellyfish, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une agence, plus qu'une agence digitale, qui accompagne nos clients, aussi bien en termes de stratégie que mise en place des plateformes techniques, AdTech et MarTech. On est présent dans le monde, dans 40 bureaux, vraiment worldwide, tous les continents. Louis, tu veux Très enchaîner ? bien. Allez. Donc voilà, Louis, Channel Partner Manager chez Bloomreach. Donc pour la faire en français, je suis responsable des partenariats sur le marché français pour Bloomreach. Des partenariats, donc on travaille avec des agences comme celle de Physible, Jellyfish, même plus qu'une agence, des intégrateurs, de solutions, mais aussi des partenaires technologiques. Bloomreach est une société du coup de base américaine qui a pour vocation de fournir différentes solutions permettant de créer des expériences clients personnalisées, à différents niveaux. Super, merci. Et toi, Adi, raconte-nous. Et Adi, donc ingénieur avant-vente chez BigCommerce. Pareil, j'accompagne, on va dire, nos clients en phase d'avant-vente pour les accompagner sur le choix de leur plateforme e-commerce. BigCommerce, donc c'est une plateforme e-commerce composable qui va permettre tout simplement de prendre les meilleurs
de chaque solution afin de composer une solution ou une plateforme sur mesure qui répond parfaitement aux besoins d'un client. Donc on peut très bien imaginer, si on prend Bloomreach, prendre un BigCommerce pour gérer toute l'activité transactionnelle, et sur la partie front, un Bloomreach qui va permettre de gérer l'expérience client, de gérer la récolte de la donnée concernant le comportement de ses clients et la personnalisation de l'expérience en fonction de ses clients également. Merci à tous les trois d'être là, en tout cas. Et je pense qu'on peut commencer déjà par essayer de définir un peu plus précisément de quoi on parle, pour être sûr qu'au-delà des quelques mots que j'ai lancés dans l'intro, tout le monde parle bien de la même chose, tout le monde a bien les différents concepts en tête. Et ce que je vous propose donc, c'est de commencer par la définition de ce qui est de la first party data, de la third party data, on a mentionné les deux, et puis de ce qui est entre les deux, à savoir donc la seconde partie data. Louis, tu veux commencer à nous en dire quelques mots peut-être ? Allez, alors, à compléter bien sûr, hein, si vous avez des choses à ajouter, mais ce qu'on va appeler aujourd'hui de la third party data, pour commencer la first party data, c'est de la donnée qui est collectée directement sur le site et qui est volontairement donnée par l'utilisateur. Voilà, ça c'est ce niveau de données là. On distingue du coup la first party data de la seconde party data, qui là va être la donnée prioritaire, mais d'un partenaire. Donc généralement qui ont des liens assez étroits entre eux. Et au-delà de ça, ce qui est le sujet dont on entend parler aujourd'hui beaucoup, tout ce qui est les cookies tiers, donc la third party data, qui là, il y a tout un marché de la donnée qui est organisé avec des acteurs spécialisés dans la revente de données qui vont partager et revendre différentes données à des sites, d'autres e-commerçants qui n'ont pas forcément de lien. En tout cas, d'où la donnée vient de manière originale. Et j'ajouterais même, avant de conclure là-dessus, qu'il y a un autre type de données aussi on commence à en parler de plus en plus, de la zero party data. Peut-être qu'on aura l'occasion de le développer un peu plus tard, lors des discussions, mais la zero party data, c'est de la donnée que même l'utilisateur va lui-même vouloir partager avec la marque sans même que la marque ne la demande, de ce qui est la first party data. Voilà. Et tu peux nous donner un exemple de zero party data, par exemple ? Bien sûr. Alors, l'exemple que j'ai en tête, par exemple, c'est pour parler de manière concrète, en prenant l'exemple donc c'est un des clients de Bloomreach, pour ne pas le citer, c'est un spécialiste des produits ou de la petite enfance, et donc qui va principalement accompagner des jeunes mères ou des jeunes parents ou des futures mamans. Et cette expérience-là n'étant pas quelque chose dont on est habitué, donner la vie, souvent les jeunes mères ou les futures mères ont besoin d'accompagnement, ont besoin de conseils à différents stades. Je veux dire, c'est à chaque stade de grossesse ou de petite enfance, les mères ont besoin d'être accompagnées. Et donc, sur des sites spécialisés, elles-mêmes vont peut-être chercher à donner des informations qui vont leur permettre de recevoir du contenu personnalisé, savoir à quel mois de grossesse on est pour peut-être tel produit c'est plus pertinent. Ah, vous allez bientôt accoucher. Avez-vous anticipé d'être prêt à ce niveau-là pour ce qui va suivre par la suite? Ça, c'est un exemple de zero party data où l'utilisateur va lui-même chercher à partager de la donnée dans une recherche de conseils. Et c'est que là vient ce dont on parlait avec Philippe avant, le concept d'échange de valeur, de je donne quelque chose pour avoir quelque chose en retour. D'accord. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu confusant, parce qu'on va pas toujours parler de zero party data, c'est que la zero party data, c'est un sous-ensemble de la first party data. C'est-à-dire la first party data, c'est ce que vous collectez vous-même sur vos clients. Et simplement la différence, là on met pour faire simple, la zero party data, c'est l'information qui va vous être donnée via un formulaire, par exemple. Et la first party, le reste, ça va être ce que vous allez constater. Donc, le comportemental, les produits qui ont été vus, les produits qui ont été achetés, etc., etc. Tout à fait. D'accord. Donc, si on prend ça un peu dans le contexte d'un site e-commerce, on va regarder un client qui a peut-être lors de la création de son compte, il a exprimé explicitement une préférence pour une marque ou pour un type de produit. Ça peut être la zero party, si je comprends bien. Après, pour la first party, ça peut être on observe que ce client, pendant les 10 derniers mois, il n'a acheté que de la marque X. Et comme ça, on constate que lui, il a cette préférence. C'est ce qui va constituer, en tout cas, la first party et qui va emmener, en tout cas,
le retailer à proposer une expérience en fonction de ça. Ouais. Après, nous, vu qu'on est une plateforme composable, l'idée c'est qu'on va beaucoup travailler aussi dans ce contexte de seconde partie, où BigCommerce va être maître de la donnée transactionnelle, donc les commandes, ce qui va rester du first party. Et après, on va travailler, par exemple, avec des méthodes de paiement, donc avec des gateways de paiement, avec des programmes de fidélité, donc des solutions de fidélité, qui, eux, auront également la capacité de recueillir de la first party à leur niveau, dans un contexte optimisé pour cette fonctionnalité. D'accord, donc là on est dans la partie vraiment lien de partenariat qu'il peut y avoir entre BigCommerce et d'autres plateformes qui se traduit en termes de data. Tout à fait, parce que là on peut imaginer, j'aimerais bien vos avis là-dessus, mais on peut imaginer deux scénarios. Un où j'ai BigCommerce, j'ai un programme de fidélité, et donc toute la donnée collectée au niveau de ce programme de fidélité, ça sera comme de la first party pour cette solution. Après, si on va la pousser vers BigCommerce, ça va devenir de la seconde partie de cette perspective. Et après, derrière, ce qu'on va pouvoir imaginer, c'est que il y a un deuxième scénario où c'est le retailer qui va pouvoir agréger toutes ces first parties pour constituer lui-même sa propre base de données qui peut lier, par exemple, un comportement transactionnel e-commerce à un programme de fidélité, à une méthode de paiement ou une solution de personnalisation aussi. Voilà, faut pas oublier que ces notions de first, second et third party, à la base, c'est très concret. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler de zéro party data, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc c'est un concept pour écrire des articles. La first party data, c'est la data que vous collectez vous-même. La seconde partie data, c'est la data qui vous est fournie par un partenaire direct avec qui vous avez une relation, un contrat. Et la third party, c'est encore un cran après. C'est des données qui sont collectées par des gens qui sont derrière un intermédiaire. Et c'est ça. Tout le reste, c'est de la nuance. C'est du marketing, ça les fait vivre. C'est du marketing. D'accord. Et du coup, est-ce que la third party, c'est toujours quelque chose qui doit être payant ou c'est de la donnée qui peut juste être un peu hors contexte? Par exemple, au lieu d'acheter une étude marché, je vais dire, ok, je trouve une base de données ouverte en ligne sur les comportements des acheteurs dans le retail. Est-ce que ça peut être considéré? Il n'y a pas de notion de payant parce que, par exemple, vous pourriez avoir un contrat avec, contrat gratuit, bénévole, mon Dieu. Okay. Avec des gens qui vous fournissent de l'open data. Ok. Ça serait de la third party puisqu'elle est collectée par vous savez pas qui et vous est fournie par quelqu'un que vous connaissez. Après, l'aspect financier, il est pas la racine de la définition. C'est au niveau du lien qui est forcément plus distendu par rapport à l'origine de la data, quoi. Et du coup, voilà, ça touche du coup à la façon dont on collecte cette data-là. Si on se focus vraiment sur la first party, c'est quoi quelles sont les clés, je dirais, pour aller collecter cette data-là avant qu'on regarde quels usages on peut en avoir? Pour vous, c'est quoi les différents points importants qu'il faut que les marchands aient en tête à ce propos-là? Je commence peut-être. Vas-y, Louis. Je pense le point de départ, ça va être en tout cas l'enregistrement. On est sur des sites marchands, donc à un moment, s'il y a une intention d'achat, il y a un partage de données qui va se faire. Donc ça commence par là, la création de compte. Donc il y a des données qu'on appelle personnelles identifiables, que ce soit l'adresse mail, l'adresse, le numéro de téléphone. Voilà comment de manière à la base, on va dire, on va récolter de la donnée first party. Après, ça peut aller plus loin en fonction, bien sûr, des différents types d'industries, de secteurs, des besoins aussi, et du degré de personnalisation qu'on cherche à avoir pour son parcours client. Philippe, je sais pas si... Ouais, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est il faut d'abord, et même c'est pour des raisons légales, savoir pourquoi on le fait. On collecte pas, on n'amasse pas de la donnée. Le small is juste beautiful. Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir, on ne saura pas qu'en faire. Et de toute façon, c'est devenu illégal de le faire. Donc, il faut qu'il y ait une raison pour la collecte de cette donnée. Et ensuite, quand c'est de la donnée qui doit vous être fournie par vos clients,
il faut la motiver. Il faut leur expliquer pourquoi. Il faut, comme disait Louis tout à l'heure, avoir un échange de valeurs et qu'ils sachent que quand ils vous donnent cette date de naissance, parce qu'a priori, pour acheter un paquet de couches, on n'a pas besoin de donner sa date de naissance, mais que peut-être, grâce à ça, on va avoir des bons de réduction pour son anniversaire. Hein, c'est vraiment l'usage basique. Voilà, il faut qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'il peut attendre en retour de cette information qu'il vous donne, parce que c'est une richesse. C'est comme si vous donnez de l'argent. Je pense que ce sont vraiment les deux clés, les deux caps à ne pas, dont il ne faut pas diverger. D'accord. Et cette first party data là, on voit que la façon dont on peut l'acquérir et pourquoi, du coup, qui reste du coup une clé vachement importante. Mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui on ait des cookies tiers, donc qui soient dont la mort est annoncée bientôt, est-ce que ça sonne le glas réellement de la third party data d'après vous, ou est-ce qu'elle va continuer à avoir un rôle dans le futur? Je pense que aujourd'hui, je veux dire, il y a un consensus sur, et c'est la direction que prend les gouvernements et à l'échelle nationale et aussi au niveau de l'Europe, l'importance de la protection des données des utilisateurs, et de plus en plus on se dirige vers voilà des modèles où on va faire attention vraiment à la protection de ces données-là. Maintenant. Voilà, il faut adapter les stratégies là-dessus pour les commerçants, de là à dire qu'elles vont mourir. Philippe voulait rebondir là-dessus. Je pense pas qu'elles vont mourir, mais leur vie va être rendue beaucoup plus difficile, parce qu'effectivement, pour les gens qui veulent commercialiser cette donnée via le système de la third party, ça va être compliqué de créer leur base de données, puisqu'ils vont devoir demander aux gens l'autorisation de collecter la donnée pour un usage de revente. Ça va pas se faire par défaut comme à l'époque du Far West du marketing. Ça va être compliqué, donc ça va être difficile d'avoir des bases volumineuses. Si le volume se perd, l'intérêt de la chose se perd en même temps. Voilà, mais ça ne va pas complètement la tuer, parce qu'on va pouvoir faire des échanges de données même en third party sans cookies, hein, en serveur to serveur, par échange de fichiers, etc. Il y a aucun problème techniquement pour le faire. Mais en revanche, effectivement, la constitution de cette donnée, de ces bases de données, et le droit à les utiliser chez un tiers, ça va devenir compliqué. Si je peux ajouter juste un mot là-dessus, c'est que je pense au niveau des commerçants aussi, il y a peut-être une certaine lassitude de voir, par exemple, Google a repoussé à 2 fois la fin de ses cookies annoncés. Ça fait un moment qu'on en entend parler. Voilà, ça devait arriver, je sais pas, c'est la première fois entre 2022 ou 2023, ce qui a au final été repoussé en 2024. Donc il y a peut-être une partie des e-commerçants qui se disent bon, peut-être ça va finalement jamais arriver. Maintenant. Voilà, pourtant il y a une vraie volonté. Google a déployé déjà sa Privacy Sandbox là-dessus, et une étude qui est assez criante là-dessus. Il y a Adobe qui a une étude très récente sur 2023 a interrogé plus de 1000 e-commerçants, dont en France je crois plus de 400 personnes dans le marketing ou dans le service client. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que aujourd'hui déjà 79% des e-commerçants encore sont très dépendants de ces cookies tiers, et 47% des retailers aujourd'hui n'ont pas mené d'action pour le moment pour anticiper ce changement. Donc est-ce que aujourd'hui dans le milieu beaucoup de gens n'y croient toujours pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une réalité qui est arrivée. On le voit, les actions que mène Google et vers là où on se dirige, ça va arriver. Donc là, on est plutôt sur une position des commerçants qui attendent de voir. C'est ce que tu vois côté agence? Ouais, je crois, mais c'est comme quand il y a eu cette migration. C'est pas le même sujet, mais c'est un petit peu similaire entre UA au niveau Google Analytics, donc GA3 et GA4. Ouais. Les gens n'y vont pas, ils attendent, il faut les pousser, non mais c'est maintenant, il faut y aller. Ils ont tellement de priorités à gérer, tellement de budget resserré, que tant que le coup près ne tombe pas, et même au-delà de GA3, on n'a qu'à parler du RGPD. Ouais. Ça fait 5 ans qu'il est appliqué. Il y a encore des gens qui n'y sont pas. Ouais, mai 2018. Donc, il y a toujours cette urgence qui fait qu'on repousse les budgets, on n'a pas le temps, etc., parce que ce sont des sujets compliqués, etc. Le cookie tiers, là où ça va être très gênant, c'est que quand il va vraiment disparaître, il y a les mécanismes de transfert des données vont complètement changer. Et on voit bien que tout ce qu'on faisait avant avec le cookie tiers, maintenant on va pouvoir le faire en serveur to serveur.
va toujours être confronté aux problèmes de juridique, etc. Mais techniquement, on va pouvoir le faire comme ça. Simplement, ça ne viendra pas directement du browser de l'internaute. Mais tant que ça marche, pourquoi ne pas continuer? Après, le jour, effectivement, Chrome va les couper. Firefox est déjà coupé. Safari, il a coupé. Voilà, ça va mourir tout seul. Mais effectivement, les gens ne voient pas comme priorité d'y aller tout de suite et se préparent pas pour la suite. Et ça, c'est dommage. Je pense là-dessus, c'est plutôt la technologie qui va pousser vers ce changement. Quand Google dit, OK, toutes les interactions avec moi, ça sera du serveur to serveur. Quand toutes les solutions aujourd'hui d'agrégation des flux, de retail média, etc. vont dire, OK, pour qu'on échange, je vais pas récupérer les informations via des cookies, je vais pas récupérer de l'information directement via la partie frontale du site, mais plutôt de la partie serveur. C'est ce qui va pousser aussi ces e-commerçants qui sont dans la majorité des retailers qui ont abandonné un peu ces projets en interne pour dire, OK, maintenant, il faut qu'on fasse ce saut vers les nouvelles technologies. Maintenant, on est obligé, de toute manière, si on veut replatformer, d'être un peu compliant avec ces types d'échanges. Et je pense franchement c'est ça qui va mener, on va dire, le mouvement. Il y a un autre point, si je reviens un peu sur le point de Philippe sur le pourquoi, en tout cas, c'est ce qu'on commence à observer, à voir en plus, surtout en avant-vente, lorsque avant c'était beaucoup plus, je veux de la donnée. Je sais pas quoi faire de cette donnée, mais il m'est important de pouvoir la récupérer, de la stocker à froid. Donc aujourd'hui, personnellement, ce que j'aperçois beaucoup, c'est des questions qui sont plus motivées par des scénarios et des cas d'usage. Donc un e-commerçant va venir me dire, OK, je souhaite éventuellement pouvoir montrer à un client ou à une cliente des produits qui sont en lien avec son contexte. Comment je peux faire ça? Quelles données je peux récupérer de la plateforme e-commerce? Quelle solution additionnelle je peux sélectionner? Et comme ça, on est en train de voir que aujourd'hui, la first data, elle va pouvoir proposer des solutions qui peuvent exposer de la first data, de la first party, d'une manière très simple, sans beaucoup d'efforts, va permettre aujourd'hui à répondre à la majorité des besoins sans pouvoir aller sur des réseaux de publicité qui sont plus constitués comme de la first party. Après, il y a aussi, on va dire, la croissance de certaines activités dans le retail média qui font que la first party est indispensable. Pour que je puisse aujourd'hui analyser le comportement d'une pub sur une chaîne ou sur la télé ou exploiter en fait les performances ou observer les performances d'une pub sur un site web ou sur un YouTube, etc. Là-dessus il me faut certainement de la third party pour que je puisse mieux segmenter mes clients, les situer dans des cohortes qui sont plus cohérents par rapport à ce qu'ils font, et puis aussi atteindre des audiences qui font pas partie de ma clientèle tout simplement aussi. Alors ça va être de la third, mais ça peut être de la seconde aussi, puisque maintenant, typiquement des acteurs comme Google ou Amazon mettent en place des plateformes genre Data Clean Room qui vont permettre de mettre un endroit complètement sécurisé, privatisé, encrypté, vraiment très respectueux de la loi, les données d'exposition publicitaire, les données de vente chez le retailer pour permettre après de créer des audiences ou de faire la mesure d'efficacité publicitaire où on va pouvoir mélanger Google Ads, YouTube, la télé connectée, etc. Peut-être. Ouais, un dernier point là-dessus, notamment maintenant que cette inaction est établie plus ou moins de la part des retailers sur ce changement à venir. Je pense qu'il explique aussi grandement ça va être aussi une certaine méconnaissance des outils ou des plateformes qui vont leur permettre d'établir une nouvelle stratégie et de laisser derrière eux l'utilisation de ces cookies tiers. C'est ce qu'il en ressort de l'étude qui a été menée par Adobe récemment, et c'est aussi quelque chose que j'ai constaté de ma propre expérience sur le terrain. Donc bon, je pensais il y a tous des sujets à couvrir, à traiter. C'est aussi du coup l'objet de ce podcast, de discuter de sujets comme ça pour aider et les entreprises à passer le pas et à s'équiper pour la suite, pour ce qui vient. Ouais. Et donc maintenant, si on se recentre à nouveau sur la first party data, quels vont être les enjeux pour les marchands en matière d'éthique et de consentement pour s'assurer qu'on a la bonne façon d'utiliser ces données-là?
Tu veux commencer, Adi? Oui, bien sûr. Du coup, si je veux répondre plutôt d'un point de vue d'un e-commerçant, aujourd'hui, si on prend le cas d'un visiteur qui souhaite s'inscrire sur le site ou d'un visiteur qui souhaite tout simplement passer commande ou un client existant, aujourd'hui, un marchand ou un e-commerçant doit, en tout cas, d'une manière très claire, expliquer à l'utilisateur à quoi sert sa donnée, comment ces données vont être exploitées. Mais le plus important aussi, c'est qu'on donne au client les outils et la possibilité de pouvoir contrôler sa donnée. Contrôler sa donnée dans le sens où, premièrement, je vais pouvoir à n'importe quel moment exercer le droit à l'oubli, donc demander à l'e-commerçant de supprimer mes records, pouvoir exporter et récupérer tout l'historique de mes données sur la plateforme, pouvoir demander l'anonymisation, donc aujourd'hui, j'utilise un mail pour créer mon compte. Demain, j'ai le droit de demander que même si l'e-commerçant souhaite garder les records, que je puisse à minima anonymiser cette donnée et que ce sera plus traçable. Ça, c'est sur la partie plutôt récupération de la donnée et enregistrement. Et ce qui est très important là-dessus, c'est que la technologie qu'on utilise ou l'outil qu'on utilise puisse permettre de donner ces outils, tout simplement, à l'e-commerçant et aussi aux clients finaux qui vont pouvoir tout simplement les utiliser directement sans que ça ajoute des process manuels côté e-commerçant, etc. Sur ces soucis de consentement-là, aujourd'hui, il existe des solutions assez simples à mettre en place, notamment le double opt-in, qui permet, lors de un utilisateur va souscrire à une newsletter, tout simplement, d'une seconde fois, envoyer un nouvel email à cet utilisateur pour confirmer à nouveau sa volonté de souscrire. Voilà, c'est des méthodes assez simples, pas tellement complexes à mettre en place, qui permettent de s'assurer du bon consentement des utilisateurs. Exactement. Après, le conseil, c'est toujours d'utiliser des outils spécialisés dans la collecte du consentement, de la préférence, parce que c'est aussi des outils qui vont permettre à l'utilisateur à n'importe quel moment de configurer, changer ses préférences en fonction de ce qu'il souhaite faire. Ouais, c'est d'autant plus que maintenant, le consentement, c'est sur beaucoup de choses. C'est pas que sur les canaux de communication, mais c'est sur l'usage qui va être fait des données qui sont collectées. C'est-à-dire, vous pouvez très bien récupérer l'adresse postale d'un de vos clients parce que vous devez lui livrer un paquet. C'est légitime. Ça vous donne pas le droit d'utiliser cette information pour faire, par exemple, du ciblage géolocalisé. Ouais. Il faut cette autorisation maintenant de l'internaute ou du client pour pouvoir utiliser ces données pour d'autres usages. Donc ça rend la collecte des consentements complexe et effectivement on a besoin d'un outil maintenant qui maîtrise ça. Et donc pour ça on est sur la notion de consentement, on l'a bien dit, mais aussi d'intérêt légitime dans certains cas. Absolument. Effectivement, vous pouvez dire que vous collectez cette donnée, que vous avez un intérêt légitime à collecter et utiliser cette donnée, où là vous allez pouvoir, je parle sous réserve de tous les juristes de France et de Navarre, utiliser cette information sans consentement explicite. Mais le jour où la CNIL débarque, il faut savoir vraiment défendre le cas de l'intérêt légitime et avoir un DPO qui sait ce qu'il fait. Et c'est pareil pour la durée de conservation de la donnée, parce que on collecte, on utilise, mais il y a une notion de durée de conservation de la donnée. D'accord. Vous n'êtes pas censé garder dans votre base quelqu'un qui... Ça va dépendre justement de l'intérêt légitime. 3 ans, c'est un peu la norme. Ouais. Et si typiquement vous êtes Renault, vous vendez des voitures, vous avez le droit de la garder plus longtemps parce qu'on change pas de voiture tous les 3 ans. Si vous reprenez mon exemple de tout à l'heure de vendeurs de couches, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être, mais certainement pas 7 ou 8 ans, sauf s'il revient pour un nouvel enfant et réactive son interaction avec vous. Un sujet qui me paraît important d'aborder aussi, c'est l'idée de dire qu'au final, donc on a cette third party data qui est peut-être pas mourante, qui va peut-être pas disparaître, mais qui en tout cas va être certainement assez mal en point. On va avoir du coup, d'un point de vue des commerçants, des budgets qui sont aujourd'hui assez largement engagés à aller acquérir de la third party data, qui demain vont donc se retrouver sans objet, ou en tout cas avec un objet moindre. Ça serait quoi du coup votre
conseils en matière de priorité d'investissement, en matière de réorientation peut-être de ces budgets-là pour les commerçants demain? Alors, je pense que aujourd'hui, ce qui se développe de plus en plus, c'est de développer la piste des partenaires. Des partenariats, ça va être là, on va parler de seconde partie data, donc qui est la donnée prioritaire de nos partenaires. Donc là, qui ont un lien plus ou moins, mais plutôt pertinent avec l'entreprise en question qui gère sa donnée. Maintenant aujourd'hui c'est un champ à explorer. Je pense qu'une partie des budgets qui sont aujourd'hui alloués au cookie tiers devrait être redirigés vers le développement d'une vraie stratégie de partenariat pour activer cette donnée de seconde partie. C'est un exemple. Oui, effectivement, investir aussi sur les technologies parce qu'il y a de plus en plus de technologies innovantes, il y a des nouveaux sujets qui permettent de mieux utiliser les plateformes médias dans ce cadre légal. En fait, comme tout ce mouvement qui est amené par les nouvelles plateformes, enfin les nouvelles solutions des plateformes est complexe, ça demande du budget, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire en interne quand on vend des produits, on n'a pas forcément une DSI hyper costaud qui est à fond dans le digital, qui suit toutes les évolutions. Donc, il faut investir auprès d'outils développés à l'extérieur, la plupart dans le cloud, et aussi avec des intégrateurs, des agences qui peuvent vous accompagner sur la stratégie, sur l'implémentation, qui comprennent votre métier, qui comprennent les plateformes médias, qui comprennent tout ce qui change tous les 6 mois chez Google. Tous les 6 mois encore, je suis gentil. Donc il y a vraiment, il faut mettre le focus là-dessus, bien définir la stratégie pour pas jeter l'argent par les fenêtres, et après l'implémenter, plutôt qu'effectivement faire du bidding sur les DMP, les DSP et les SSP, sans trop savoir ce qu'on fait, quoi. Ouais. Après, un point important là-dessus, c'est que je pense dans un projet, on va dire, de modernisation, ça va jamais venir, ou ça sera jamais, je pense, motivé par le fait qu'un retailer souhaite collectionner plus de données. On n'aura jamais un métrique pour mesurer le ROI, pour dire, sur une année, j'ai cumulé 10 gigas de données. Donc c'est toujours, voilà. Donc c'est toujours quelque chose qui doit être motivé soit par une initiative de modernisation de la DSI, de la gouvernance de la donnée, mais ça peut être souvent aussi motivé par des exigences métier. Un merchandiser peut demander, j'ai pas assez de données pour que je puisse proposer une expérience sur mesure. J'ai pas assez de données pour que je puisse comprendre la logique, commande, méthode de paiement, tout ça. Donc vraiment pour comprendre et analyser. Et c'est souvent l'ensemble de ces besoins vont plutôt motiver une modernisation de la structure de la récupération et de la collecte de la donnée. Après, si je me permets, les retailers, ils font un truc très très bien, c'est de siloter. Et du coup, c'est pour ça que les retailers doivent être accompagnés en amont, soit par des agents, soit par des cabinets de conseil qui leur permettent de donner une vue, on va dire, un peu plus globale, qui sort un peu du magasin, qui sort de l'online, qui sort des métiers spécifiques, pour qu'ils puissent proposer, on va dire, une stratégie qui doit venir on va dire du haut de l'entreprise et qu'elle soit appliquée sur différentes. Moi, je rejoins tout à fait là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement. Philippe doit en connaître un rayon là-dessus. C'est un secteur qui va vite, comme ça a été mentionné, avec beaucoup d'évolutions. Rapidement, se tenir à la page, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des acteurs aujourd'hui spécialisés qui permettent d'accompagner au mieux. Et comme tu l'as mentionné aussi, Adi, en fonction aussi de personnaliser la stratégie, l'appliquer à l'activité, à chaque activité. De l'entreprise. Tout à l'heure, vous avez dit une partie qui m'a fait penser à une question, à la question suivante, qui est de se dire, quand on va aller exploiter cette first party data en matière d'acquisition, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte de ne pas cibler que des gens qu'on connaît déjà et qui donc sont potentiellement déjà des clients s'ils nous ont gentiment donné cette first party data-là. Je crois que Philippe, c'était toi qui avait effleurer un tout petit peu le sujet tout à l'heure. Est-ce que tu veux revenir dessus, peut-être? Ouais, c'est un biais des algorithmes de lookalike, des ciblages. On cible ses clients, on essaye de les toucher sur d'autres plateformes, Meta, Google, Amazon, etc. Mais il y a un fort risque finalement de tomber sur ses clients, et dans ce cas-là, on va acheter des gens qu'on a déjà. Donc, il faut bien être vigilant là-dessus. Il n'y a pas de solution facile.
forcément. Il faut utiliser peut-être des outils de machine learning, des algorithmes qui sont un peu mieux pensés pour aller cibler plus large. Faut pas hésiter de temps en temps à faire plus du contextuel finalement que du ciblage basé sur la first party data et regarder comment ça marche. Et je crois que la clé, c'est qu'il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas une bonne stratégie de départ et il n'y a même pas une bonne stratégie d'arrivée. On met quelque chose en place, on teste, on mesure. On teste, on mesure et on change. Il faut vraiment que les acteurs du e-commerce prennent ça en compte dans leur approche. Il n'y a pas que les technos qui changent, il y a aussi les gens qui changent, il y a le marché qui change, il y a le Covid qui arrive, le Covid de 2024, vous le connaissez pas encore, mais il arrive. Donc il faut tout le temps tester, valider et être adaptatif. Et c'est là que c'est hyper important d'avoir une bonne maîtrise de ce qu'on a pour pouvoir changer vite et surtout d'avoir les outils qui permettent de le faire, quoi. C'est fini l'époque où on pouvait dire à sa DSI de développer une nouvelle fonctionnalité parce que ça a l'air bien. Le temps qu'elle sorte, elle est plus bien. Donc il faut vraiment s'appuyer sur des outils du marché avec des gens, des spécialistes qui sont complètement impliqués là-dedans. Oui, je confirme, enfin, d'un point de vue utilisateur ou on va dire consommateur, parce que ça m'est arrivé 10 000 fois où je commande un produit, tout d'un coup j'ai les publicités de ce produit sur Amazon, sur Instagram, etc. Tant que j'ai déjà consommé le produit, j'ai déjà utilisé le produit, j'ai déjà acheté. Donc dans ce cas-là, peut-être il n'y a pas trop... Ouais, c'est pour ça où l'adaptabilité, je pense, c'est quelque chose de très très important enfin, pour nous en tant que clients en tout cas. On a tous souffert, entre guillemets, du retargeting sur le produit qu'on a acheté. C'est tellement aberrant. Donc ça maintenant, ça doit plus arriver. Ça... Mais ça arrive encore tous les jours. Oui, faut arrêter. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement présent. Et pour le coup, moi, en tant que marketeur, c'est quelque chose que je chasse et combat un maximum, mais sur lesquels on voit que si on n'a pas la vigilance nécessaire, il y a des budgets monstrueux qui peuvent passer dans du retargeting qui est extrêmement cher et inefficace, du coup. Complètement inefficace, oui. Vaut mieux faire du panier abandonné, c'est beaucoup plus efficace. Ça, c'est toujours là-dessus, on est autonome. C'est toujours les meilleurs taux de transformation et pour le ROI maximal. Enfin, je confirme. On a 3-4 clients qui aujourd'hui payent leurs abonnements BigCommerce, par exemple, grâce au chiffre d'affaires qu'ils récupèrent à cause des paniers abandonnés. Aujourd'hui, si on met une bonne stratégie en place, il y a beaucoup d'argent à aller chercher sur ces paniers abandonnés. Surtout, ce qu'on voit, c'est qu'aussi tout mail, en tout cas, envoyé à un client, que ça soit concernant une commande, un panier, donc quelque chose qui a vraiment fait sur le site, c'est les mails qui ont les taux les plus élevés, on va dire, en termes de clics, en termes de rebond sur le site, ainsi de suite. Je trouve que c'est un bon exemple parce qu'on mentionne souvent la first party data comme un moyen d'engager, donc fidéliser, de faire de la rétention de la base existante. Mais dans des cas comme celui-ci, c'est aussi la preuve qu'on peut utiliser cette donnée, de la donnée notamment comportementale, lorsqu'un utilisateur est sur sa session d'achat, lors de son parcours client, pour utiliser cette donnée, si possible, avec les outils le permettent aujourd'hui en temps réel, pour l'activer par derrière et donc faire de l'acquisition avec cette first party data. Un exemple qui est facile à mettre en place avec Bloomreach, par exemple, c'est vous avez votre client qui est sur un produit, il n'a pas la taille qu'il demande, comme c'est un client que vous connaissez, vous savez dans quelle taille, on parle en fashion, il est sur le produit, il n'achète pas le produit parce que la taille n'est pas disponible, hop, tout de suite vous lui proposez un produit similaire, disponible dans sa taille. Et ça, c'est possible de le faire en réel parce qu'on a collecté toute cette information sur les habitudes d'achat, sur ce qu'il est en train de faire. Et voilà, et là aussi, vous allez avoir des ROI excellents. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut avoir des meilleures gestions des stocks et des réassorts avec cette first party data, du coup? Je pense, enfin, on parle beaucoup côté client, mais on oublie souvent cette partie opérationnelle chez un e-commerçant ou un retailer, parce que je pense que la planification et l'ajustement des assortiments, même si c'est moins tendance, mais c'est toujours, ça fait partie toujours de l'actualité d'un retailer, de ses travaux au quotidien. Et aujourd'hui, pouvoir, donc, en ligne, en tout cas, sans déployer d'outils additionnels, etc., qu'on puisse regarder d'une manière très simple, récupérer l'information sur nos clients, sur nos visiteurs, quels produits ils consultent le plus, quelles sont les variations de produits les plus demandés, les moins demandés, quels produits sont ajoutés au panier, abandonnés, quels produits. Donc tout ça va permettre à donner aux opérations une meilleure idée
sur la gestion de leur stock. Donc, quels sont les SKU les plus demandés, les moins demandés. Comme ça, je vais pouvoir planifier ma demande et ma saison prochaine en fonction de ça. Si demain, je vais proposer même une nouvelle collection, faut que je puisse, en fait, comprendre la réaction ou la réception de cette collection auprès de mes clients ou visiteurs, et que je puisse planifier aussi l'intégration de cette collection dans mon offre en fonction de tout ça. Donc pour moi, ça reste des enjeux hyper importants qui peuvent être toujours adressés ou avec l'analyse de la first data. D'autres données opérationnelles qu'on peut voir, c'est aussi pas tout ce qui est customer facing, mais aussi dans le back-end. Donc, comment certaines commandes sont gérées. Si je prends de la IRESA, si je prends du click and collect, si je fais des rayons, infinis ou le endless sale, tout ça. Donc, aujourd'hui, comment ou quel est l'impact de chaque commande sur mon business, sur mes opérateurs en interne, sur mes collègues dans la boutique ou dans le magasin, sur mes opérations e-commerce, et donc pouvoir vraiment regarder toutes ces données un peu dans une vue un peu holistique pour que je puisse analyser ou proposer les bonnes méthodes et les bons outils même en interne, parce que je peux identifier sur mes commandes qui viennent de l'offline, mes utilisateurs ou mes admins ont besoin des outils métiers pour les aider à être un peu plus efficaces sur la gestion de ça. Et c'est tout ça qui va permettre aussi de justifier aussi un investissement dans la collecte d'une first party data de qualité. Ouais, et puis par exemple remonter les informations de stock dans la CDP, par exemple, qui va être derrière votre site, qui va permettre de la personnalisation. Ça va vous permettre, sans intervention manuelle, à monter des pages spéciales, etc., offre flash, de pousser les produits où vous avez du surstock. Et tout ça va être, une fois que c'est mis en place, c'est automatique et ça tourne tout seul. Donc, on a une first party data qui est vraiment, au final, qui en tout cas va être demain encore plus au cœur de l'ensemble des étapes de la vie d'un prospect et futur client, que ça soit du coup sur l'acquisition, la conversion, et une fois qu'il sera bien acquis, dans sa fidélisation et vraiment dans la durée. Et merci beaucoup pour tous ces éléments-là. Je trouve que c'était vraiment intéressant comme sujet d'explorer toutes ces facettes de cette donnée-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être sur lesquels vous avez envie de revenir, des illustrations que vous avez envie de donner, de cas intéressants que vous avez envie de mentionner pour en dire plus encore? Peut-être un mot, je pense que oui, aujourd'hui c'est aux retailers aussi d'être créatif. On va de plus en plus vers un modèle où on va avoir besoin d'être créatif, la donnée va être moins facilement accessible, notamment avec le déclin de ces cookies tiers. Maintenant c'est à eux aux équipes marketing de s'adapter, vraiment maintenant de proposer des solutions en fonction de leur industrie. Un exemple qui peut être assez parlant là-dessus, si on prend le secteur de la mode, des bijoux par exemple. On peut, un moyen assez malin et ludique de récolter cette donnée-là va par exemple être de proposer des tests de personnalité, des tests de profil, des tests de style, où on peut de manière interactive proposer lors de la session de l'utilisateur une sorte de bannière qui s'affiche avec choisissez entre tel et tel produit. Donc c'est assez anodin, c'est sûr que c'est assez ludique, mais ça nous permet de définir, cet utilisateur-là plutôt va s'orienter vers des produits de ce style-là, va avoir une préférence pour un style assez vintage par exemple. Il faut être créatif, s'adapter à ces nouveaux besoins-là et faire en fonction avec son industrie et mettre ces nouvelles stratégies en place. Oui, c'est un petit peu dans la même lignée. Faut vraiment pas oublier que la first party data, c'est une mine d'or, et pour bien l'exploiter, il faut que le client s'y retrouve aussi. Donc effectivement, si l'expérience à la fin, c'est une question d'expérience utilisateur. Si l'utilisation que vous faites de cette data, elle améliore son expérience utilisateur, qu'il a l'impression qu'il parle au petit commerçant de son quartier, qu'il le connaît bien, qu'il lui propose les bons produits, etc. Forcément, ça va augmenter la lifetime value de votre client, ça va le fidéliser, sans même mettre en place des programmes de fidélisation. On vous donne 1 euro, 1 point, etc., que tout le monde fait. Et c'est hyper clé pour la rétention. Et après, vous pouvez l'utiliser aussi pour l'acquisition. Mais à la limite, commencer par la rétention et
ce serait mon conseil, mon big conseil. Commencez par la rétention. D'autant plus en ces périodes où les budgets marketing se resserrent. Exactement. Ça vous coûtera moins C'est cher. là qu'on va aller chercher plus de valeur. Et de mon côté, plutôt un angle un peu différent, c'est plutôt un petit conseil, ou un big conseil d'ailleurs. C'est d'impliquer les équipes dans les choix technologiques, parce que aujourd'hui, quand on parle d'une décision, admettons qu'une DSI fait la décision d'adopter une technologie, cette DSI n'aura pas forcément le retour sur l'utilisation quotidienne d'un outil. C'est pour ça qu'il faut que les équipes marketing aient la possibilité de choisir leur outil, que les équipes opérationnelles aient la possibilité de choisir ces outils, et ainsi de suite. Parce que en confrontant ces équipes à ces outils, ils vont pouvoir choisir le meilleur outil qui correspond à leurs besoins. Ça va permettre une récolte ou une collecte de données beaucoup plus curative, qui est de meilleure qualité et qui est sur mesure, en fait, enfin plus ou moins en fonction de ce que les équipes métiers souhaitent réaliser, ou comment ils souhaitent l'exploiter après. Et le fait que toutes ces équipes vont pouvoir, chacun de son point de vue, de son côté, récupérer toutes ces données et la valider d'un point de vue métier, ça va faire un peu un effet opposé à ce qu'on voyait souvent, c'est que la donnée est collectée puis diffusée. Dans ce cas-là, on va collecter la donnée dans des solutions spécialisées, par des équipes spécialisées, et puis la pousser vers une base de données dans une entreprise qui regroupe toutes ces données et permet une exploitation à travers tous les départements ou les équipes d'un e-commerçant ou un retailer. On touche du doigt aussi l'importance de la composabilité, j'imagine. Tout à fait. Si j'ai un truc dans l'e-commerce, c'est ma mission de montrer l'intérêt de la composabilité aujourd'hui pour que l'entreprise puisse maintenir son agilité, sa flexibilité, mais le plus important, de contrôler tout aspect qui compte pour eux, en tout cas, des métiers au sein de cette entreprise aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce sujet. C'était super de vous avoir là. Merci à toi de nous avoir Merci à vous. Merci beaucoup. C'est génial. Et puis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.